depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Bienvenue au podcast de Lutte en deux chaises de métal. Le podcast est bien par moi-même, Marco, et dans ce club de la lutte au Québec, TJ le day. Yes sir, salut! Il fait chaud, il fait beau, SummerSlam 95, la face dans le show. Ouais. Moi, je suis allé en 95 aujourd'hui. Ah ouais, t'as ta petite calotte de Shawn Michaels en plus, Ouais. Ouais. Mon manteau de Bret Hart puis mon petit chandail de Tito. Mais Tito, par rapport là. Toi, quand, mettons, tu dates des filles, là, pis tu les amènes à la maison, t'as-tu ta petite capine de cuir, puis ton jackstrap, puis pas de chandail? J'ai même les chaps. Puis tu fais ta chasse aussi avant? Quand il arrive dans la maison, là, je ferme toutes les lumières, j'y rallume, puis je pars la tune de la Shawn Michaels, puis je fais son entrée. Si un jour je peux filmer ça, je pense que tu vas devenir millionnaire malgré toi. Ça se peut. Je vais donner. En tout cas, on va gagner un million de vues sur TikTok. Ah, tu vois, alors c'est sûr que t'es viral. Ah, ça doit. Tu me donneras le go. Ouais. Quelque chose qui n'est pas viral, c'est le main event de ce show-là qu'on va faire aujourd'hui. Oh, ben, justement, on a un tournoi là, des meilleurs main events de SummerSlam. Celui-là n'en fait pas partie. Non, il n'était pas dedans. Il y en a des pays qui étaient dedans, par exemple. Il aurait pu inverser hein, entre l'avant-dernier et le. Mais tu sais, pour la ceinture. Ouais, mais c'est pas le World Title Match. Hein. Si la ceinture du monde n'est pas en dernier, ça vaut pas la peine. Hein. Aujourd'hui, ça serait inversé, par exemple. Aujourd'hui, ben oui, ça serait Shawn puis main event, c'est sûr. Ben oui. Puis Diesel serait premier match. Exactement. Mais c'est ça, fait ça aujourd'hui. Avant ça, évidemment, rappelez-vous des derniers rendez-vous qu'on a eu au podcast. Oh yeah! La biographie de Perry Saturn, un des membres des Radicals, un des très bons lutteurs sous-estimés de l'histoire de la lutte. Et la semaine prochaine au podcast, SummerSlam 2001 avec The Rock contre Booker T, entre autres. Très gros SummerSlam. Et on aura aussi l'analyse des combats de Brock Lesnar à SummerSlam, le classement, évidemment avec la retraite de Lesnar. Quoique, j'ai des rumeurs qui vont quand même être là, sporadiquement, mais bon, ça, on s'en fout. Et votez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, votez pour le meilleur main event de l'histoire de SummerSlam, tournoi interactif comme on fait chaque année. Et évidemment, comme on a parlé tantôt, SummerSlam, celui-là ne sera pas là-dedans. Et à travers la table, live, 20h30 chaque mardi, des entrevues. On va parler de AEW, WWE, TNA, le Japon, lutte québécoise et plein d'autres choses. Ouais, manquez pas ça. Et voilà. Et voilà mon petit pépin. Fait que là, on est prêt pour rentrer dans le vif du sujet. Oui. Mon TJ, on va enfin pouvoir parler. On en parle depuis longtemps. SummerSlam 95, la face dans le show. Tatoué de jouer. C'est mon tour, mais avant. Oh, non, là! Ouais, t'as été un petit peu rouillé, là, parce que longtemps qu'on l'a pas fait, mais oui. Eh bien oui! C'est le segment dans la vraie vie! Le segment! Je vais démarrer sur l'actu populaire dans tout le show aujourd'hui, qui est vraiment SummerSlam 95, la face dans le show. Et la date, pour te situer un petit peu mieux, est le 27 août 95. Donc, peux-tu me dire, chanson numéro 1 en Amérique du Nord, entre ces trois choix? Est-ce que c'est A, Exhale de Whitney Houston? Est-ce que c'est B, Creep de TLC? Ou est-ce que c'est C, Waterfalls du même groupe TLC? Je vais y aller avec Waterfall TLC. Est-ce que c'est ton choix final? Oui. Oui, Waterfalls de TLC, qui est une très bonne chanson. Très, très bonne chanson. Correct. Ouais, très bonne, hein?
Ça représente bien les années 90, peut-être. Elle était bonne en 95. En 98 aussi. OK. Après ça, je peux pas te confirmer, mais j'ai pas près. Saison numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Je t'attends de Axel Red? Est-ce que c'est Où la route te mène de Daniel Lavoie? Ou est-ce que c'est C, Bohémienne de Marjo? Tabarouette, 3 tunes qui est un peu comme le main event de SummerSlam 95, endormante. Non, Bohémienne est très bonne la chanson. Ouais, mais je vais y aller avec Daniel Lavoie, moi, pour la victoire. C'est pas fini encore, là, comme toi, là. B, Où la route te mène Daniel Lavoie? Ben oui. Et voilà, bonne réponse. La route te mène peut-être à une victoire parfaite, on sait pas. Peut-être. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est Outbreak avec Dustin Hoffman? Est-ce que c'est B, Mortal Kombat avec Christopher Lambert? Ou est-ce que c'est C, Waterworld avec Kevin Costner? Dustin Hoffman, qui est, pour ceux qui ne savent pas, c'est Captain Crochet là, dans le film avec Robin Williams. Là. C'est lui qui fait le Captain Crochet. Oui. Oui, exact. Je vais y aller avec A. Moi, je vote pas contre Dustin Hoffman. Je trouve que. Je sais bien que Costner à la fin, il est bon, mais moi, Dustin Hoffman, c'est un sous-estimé comme acteur. Ça. Ok. T'as entendu le bruit? J'ai pas entendu, moi. Ben oui, j'ai entendu. Ok. C'était Mortal Kombat. Ah ouais, je pensais pas que Mortal Kombat avait eu des si grosses. Ben oui, au box-office, quand c'est sorti, tout le monde capotait. Tout le monde capotait sur le jeu, fait qu'il voulait voir le film. Ouais, j'avoue que c'était le premier, on savait pas que ça allait être mauvais. Là. Mais Ouais. c'était pas si mauvais que ça, là, honnêtement. C'était un bon film. Comparé à ce qui est sorti après. Là. Avec Sonya Blade, elle était bonne dedans. Ouais, quoi, c'est vrai? Jeu vidéo sorti alentour. Est-ce que c'est A, Mega Man 7 sur le SNES? C'est Twisted Metal sur PS1? Ou est-ce que Super Mario World 2, Yoshi's Island sur Super Nintendo? En plus de Twisted Metal, il faut que je regarde la série qui est sortie. Ouais, avec Samoa Joe. Entre autres, oui. C'était quoi le premier déjà? Mega Man 7. Je vais aller avec Megaman. Et non, c'était Super Mario World 2, Yoshi's Island. Alors voilà. Dans le monde du sport, on parle de golf avec Tiger Woods qui remporte le 95e championnat amateur de golf des États-Unis. Sur WF Magazine du mois de août 95, on a la couverture avec Bret Hart, Diesel, Razor Ramon et Alundra Blaze sur la plage. Tabarouette, hein? Ouais. Quand même. C'est Alundra Blaze, ça? Ouais, quand même iconique comme cover, je trouve. Oui. Tabarouette, jolie. C'est pas de même, c'est ça? Ouais. Elle a toujours été jolie. Elle a toujours eu une belle shape, Alundra Blaze. Mais Brett, là, il y a un corps sous-estimé, je trouve, parce qu'on le voyait jamais. Il était tout le temps bretelle, là, mais il y a un beau chest, Brett. Il se pétait pas les bretelles, lui. Ben non, c'est ça. Mais non, Alundra Blaze, maintenant, c'est juste, maintenant, il avait mis les cheveux super courts à WWF, c'était pas très beau, là. Tout t'aimes pas ça, les cheveux courts, on le sait, là. Non, mais une limite aussi, quand même, faut pas exagérer, là. Mais oui, en effet, j'aime mieux les filles avec les cheveux longs. Parfait. Bref, les champions en puissance. Ben, t'as pas ça, avant? Oh ouais, c'est vrai. Tu peux mettre. Ouais, ça, c'est l'affaire qu'il y avait dans les journaux pour la promotion de SummerSlam 95. Ouais. Rien d'extraordinaire. Dans le show. Face the Heat, ouais, c'est ça. Ouais. On dirait que c'est le fake Diesel quasiment là-dessus. C'est possible, c'est possible. Okay. Ben, on dirait que c'est le côté du fake et le côté du vrai. Ouais, et on s'est séparé ça en deux. Il y a un œil plus gros que l'autre. Il y a un œil qui a brûlé, d'après moi. Oh, il y avait la face trop dans le show, c'est pour ça. C'est ça. Ouais. Le champion du monde de WF était Diesel, justement. Le tag continental était Shawn Michaels. Tag team était Owen Hart et Yokozuna. La championne féminine était Alundra Blaze. La WCW. Arrêtez-moi, j'avais vraiment entendu ça de votre vie, mais le champion de la WCW était Hulk Hogan. US était Sting. Tag team était Harlem Heat. Et celui de la télévision était Johnny B. Bad. Et pour terminer le segment, évidemment, SummerSlam 95 était disponible sur Coliseum Vidéo en VHS. Yes. Et j'ai deux versions pour vous montrer. Ben, quand même. Ouais. La version anglophone du pay-per-view. Ça peut. Attends, remets ça.
Et voilà. Oh. Face de Fait. Heat en arrière, le back cover en arrière avec les match-ups. Ouais. Et l'autre côté, ben, la version française. Pas avec Raymond. Avec Jean et Raymond, oui, en effet. Yes. Je l'ai écouté une couple de fois. Fait que voilà les VHS du pay-per-view. Et c'est ce qui conclut le segment dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Je pensais que dans nos meetings de production, ça allait finir, ce segment-là. Ouais, mais j'ai menti. Je m'étais croisé les doigts dans le dos. Juste les doigts? Ben oui, le reste, c'est un petit peu dur, là. OK, parfait. Ouais. En tout cas. 1995 est la 8e édition de l'événement de ce nom. Il a lieu le 27 août 1995 en direct du Civic Arena, mais aussi appelé l'Igloo de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ah ouais. Très beau stade à l'époque. Ouais, mais oui. Très belle aréna, c'était pas un stade. Là. Ouais, l'aréna du film, là, Super sans prolongation avec Jean-Claude Van Oh Damme. yes! C'est malade, ça donne ça. le goût de l'écouter, mais ça. Chris, oui. 18 162 fans étaient dans l'assistance ce soir. Une cote d'achat de 205 000 foyers qui ont commandé le pay-per-view à la télévision à la carte. 30 000 de moins que celui de 94, mais 48 000 de plus que celui de 96. 18 000 pour ce pay-per-view-là, pareil, c'est beaucoup de monde. Là. À l'Arena, ben oui, absolument. C'est un sell-out, là. Ouais, c'est un sell-out. Puis, tu sais, c'est pas une carte pour sell out, là. On s'entend. Mm-hmm. Il y a des bons prospects match-up, là. Mais, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement le match-up, mais la personne que tu vas aller voir, là. Tu sais, je te donne un exemple aujourd'hui. Will Ospreay sur une carte qui se battrait contre un bâton de bambou. Tu irais le voir pareil parce que tu vas voir Will Ospreay. Là. Un bâton de bambou. Eh bien. OK, c'est correct. Ça veut dire un bambin, je sais pas, là. Non, je sais pas. Si tu laisses ce mot-là, bambin. En tout cas. Mais ça. Intro de show avec la narration de Todd Pettengill, avec aussi une couple de paroles des lutteurs de ce soir. C'est la narration en bonus, avec les paroles de lutteurs aussi. J'ai pas le choix. Je ne mettrai pas la voix quand même. Je veux dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Non, pour le bien de notre public, fais pas ça. Ben, je pourrais, là. C'est pas si dur que ça, là. Bon. Ce soir, un homme espère implémenter la dernière phase de son plan royal. King Mabel sera le prochain champion de la Fédération mondiale de lutte. Le champion régnant de la WWF, fonctionnant en taux d'octane élevé, est déterminé pour mettre le feu à ce plan. Je vais t'attaquer avec un chalumeau et ton royaume sera bientôt rendu l'Apocalypse. Ce soir, un homme encore marqué par la honte d'une défaite des plus humiliantes espère que son dentiste dément pourra le venger. À SummerSlam, Hitman, ta carrière est terminale. Mais ce soi-disant patient prétend aussi être le maître dans l'art dentaire. Je sais que tu aimes ça arracher des dents. Moi, j'aime ça les arracher de la bonne façon, avec mes poings. Ce soir, un homme s'est imprudemment aventuré dans un monde cryptique d'ombre et des ténèbres. Undertaker, j'ai pris ton urne. Après ce combat en cercueil, pourra-t-il un jour se réjouir à nouveau au pays des vivants? Je te mettrai dans un cercueil et je volerai ton âme. Et ce soir, alors que la statue intercontinentale flotte au-dessus du ring, un homme espère graver les échelons et reconquérir l'or. Tout le monde sait ce qui est arrivé la dernière fois à Shawn Michaels. Un homme aspire à atteindre les plus hauts sommets de l'excellence. L'enfant briseur de cœur va graver les échelons et s'imposer comme le plus grand athlète de l'histoire de la WWF. Ce soir, les superstars de la WWF doivent tout affronter la chaleur, alors que les prix de protection Stridex grand format présentent WWF SummerSlam. Ouais, puis évidemment, à noter que la toune thème du pay-per-view est non seulement la toune de SummerSlam, mais la toune aussi de l'émission JE. Et à titre de preuve, j'ai amené 2 reels pour vous. Tu vas comprendre, mais que j'y mette. T'as peu. Je m'en occupe. On sera pas... Non, absolument pas. OK, parfait. C'est bon. Vas-y. Fait que voici le premier. Face. Ouais, et voici le deuxième. Cette semaine à JE, une histoire de show qui enrichit le vendeur plutôt que le sol des agriculteurs. 2 montagnes, ça ne rencontre pas, mais 2 hommes, ça se rencontre. JE vendredi, 19h.
Alors voilà. Je savais que c'était pour te faire rire. Quand j'ai vu ça hier, j'ai ri en tabarnak. En plus, il dit dans le show au début. Oui, je sais. Je me dis, c'est tellement parfait quand j'ai vu ça. Là. Puis le gars, à la fin, il a l'air tellement à cave aussi. Là. Mais on s'entend, ça, c'est une musique genre qu'il y avait sur Ouais. une banque de Ouais, musique c'est- droit d'auteur. là. Oui, c'est des doigts publics. Là. C'est pas. Droit c'est public, là. Fait que, mais Oh, tu sais, les chances que J.E. la même tune que SummerSlam, ça, c'est malade, là. ça fait des années que je le disais en joke tout le temps quand on dit en 95, le même thème, c'est SummerSlam, c'est J.E. Puis voilà, la preuve. Ouais, hey, attends, on peut-tu remettre le J.E., le Oui, vrai J.E.? absolument, j'allais Ah proposer, ouais. mais j'ai dit, il ne le fera pas. On le remet dans 2 secondes. Et voilà. Cette semaine à JE, une histoire de show qui enrichit le vendeur plutôt que le solde des agriculteurs. Deux montagnes, ça ne rencontre pas, mais deux hommes, ça se rencontre. Alors. JE, vendredi, 19h. Câlisse. On dirait quasiment qu'il nous bat le main event avec Mabel puis Diesel. Ouais, ça. Ah, ok. pourrait- Wow. Ça n'a pas de sens. Oh, lisse. Hey, on pourrait arrêter là, puis ça serait un hit, ce podcast-là. Ah ouais, ben, quand j'ai fait ça, j'étais content en tabarnouche. Parce que c'était dur de trouver un intro de JE, là, puis ça a donné que c'est celle-là que j'ai pogné. Fait que... Wow, c'est bon, hein, Chris. Ouais. Vince souhaite la bienvenue à Pittsburgh et la foule est en feu, littéralement. Avec Vince et Jerry King Lawler aux commentaires pour commenter l'événement. Lawler dit que ça prend un roi pour connaître un roi et que le roi Mabel va être le prochain champion. Vince nous dit qu'avant d'aller au premier combat, on va aller voir Dean Douglas qui va critiquer des matchs ce soir en direct de sa salle de classe. Et Douglas graphine le tableau avec ses ongles. Il dit qu'il est ici ce soir pour éduquer Vince et tous ceux d'entre vous intellectuellement déficients dans sa propre école d'été. Et la musique du 1-2-3 Kid se fait entendre. Et on y va pour le match numéro 1. Le 1-2-3 Kid contre Akushi avec l'arbitre du match, Tim White. Et bien sûr, j'avais à côté de moi, fait que je vais le montrer, mais le très beau Hidden Faces Akushi. Ah ouais, ça, je suis jaloux, par exemple. Ça, c'est celui que tu avais gagné, hein, si on veut. Ouais, que j'avais gagné pour 10 piastres. C'est fou, pareil. Ça. Ouais. C'était même dans ma chatte. Bref, c'est ça, le match Akushi 1-2-3 Kid. Pendant l'entrée d'Akushi, on va plutôt jouer à l'émission Action Zone. Skip, le Body Donna, a écouté un match à Akushi contre Barry Horowitz. Puis pour vrai, le thème d'Akushi, il est tellement nice, tellement majestueux. Là. Puis Ouais. il est sur Full Metal The Album, si vous voulez l'écouter. Fait que voilà, ou bien sur YouTube. Là. Facile Ouais. dans ce temps-là. Prise de tête du Kid, qui est en transformé en Hammerlock, et ensuite la clé de poignet, et Akushi met le Kid au tapis en tirant ses cheveux. K-pop du Kid, qui après ça flip par en arrière et ascend la troisième corde pour faire tomber son adversaire avec un bras à la volée. Stand-off entre les deux. Séquence rapide où le Kid saute par-dessus Akushi et lui fait un hip toss. Du tapis, Akushi repousse Kid avec ses pieds et les deux se relèvent en K-pop pour un autre stand-off. Après que le Kid manque un coup de pied rouet, les deux sont encore en impasse. Très bon début de combat, c'est excellent pace. Mais oui. Attimé à la gorge de l'enfant 1-2-3, il l'envoie dans le coin et il l'élève comme en shoulder breaker, mais Kid renverse ça avec un autre arm drag. Il va dans les câbles, mais Akushi de l'attrape et en écrasement tour du monde. Superbe handspring elbow dans le coin d'Akushi. Le Kid est placé assis avec la tête appuyée sur le coussin du bas. Et Akushi fonce avec un Bronco Buster. Mais juste une shot. Fait que, puis pas comme le Kid ferait plus tard un X-Pac. Puis c'est fucking weird. Je me demande si c'est de ce match-là qu'il a eu l'idée de faire le Bronco Buster X-Pac après. Ouais, parce qu'il le faisait pas à cette époque-là, hein? Non, il faisait pas en One-Two-Three Kid. Il a juste fait un X-Pac quand il est revenu. Ben, tu sais, on en parlera un peu plus avec l'appréciation du match, mais sûrement que ça, c'est un match qui est resté dans la tête de Waltman plus tard parce que c'est ça. Ça se peut. Je sais pas si c'est à WWE, par exemple. Peut-être. Tu parles de Waltman? Ouais, ben en Six, je sais pas s'il faisait. Souvent qu'il faisait à WWE, le Bronco Buster. Ouais, mais ça c'est avant qu'il y ait la WCW, là. Ouais. OK. Mais je veux OK, dire- ouais, parce que Ouais. c'est vrai qu'il l'a refait Il l'a pas refait en 1-2-3 Kid? Non, il faisait juste en X-Pac, hein? C'est un X-Pac, ça. Ah non, ouais, mais oui, à WCW, je te confirme, oui, il l'a fait. Oh, oui. Ok, parfait. Ah, ouais. En tout cas, bref, la foule eu à coucher, mais il y en a beaucoup aussi qui le cheer. Ouais. Fait que 50-50 comme réaction, c'est bon. Le respect, là, évidemment. Ouais. Exact. Akushi domine le Kid avec des kicks. Il y a un Vader Bomb, lui voit un compte de 2. Le Kid se débat, mais Akushi le calme avec un surpassement, un super kick, envoie One Ducha à l'extérieur. Akushi se donne un élan.
fait la roue, éclaire la troisième corde avec un saut de lune et tombe sur le kid en bas et la foule explose. Un Space Flying Tiger Drop. What a maneuver, dit Vince. Oui, Puis, évidemment. Ben, pour vrai, c'est pas toujours qu'on voyait ça à WF, surtout en 95. Là, fait que c'est vraiment groundbreaking comme move. Là. Ouais, il est quasiment picture perfect en plus. Là, il est vraiment nice. Là. Il a clairé la corde d'une shot. Il n'y a pas le bras qui a accroché, il n'y a pas le bas de la tête qui a accroché vraiment d'une shot. De retour dans le ring, coup de bélier d'accoucher du top, mais Kid se dégage à 2 in extremis. Accoucher remonte en haut avec un coup de boule en plongée, mais il n'y a personne dans la piscine. Accoucher veut backdropper le Kid encore, mais Kid le veut venir et lui fait un saut chassé mid-air pour l'envoyer en bas. Et Kid saute sur Accoucher en bas avec une croix de corde de l'intérieur à l'extérieur du ring. Et le Kid obtient des 2 counts avec un leg drop du tablier du ring et un autre après un frog splash à la troisième corde. Il court dans l'écart pour faire un spring heel kick, mais Accoucher l'attrape en plein vol et l'écrase au tapis avec une bombe puissante à un bras. 1, 2 et 3. Et Accoucher remporte la victoire pour débuter SummerSlam. Ça serait à vérifier, là, mais probablement un des meilleurs openers de SummerSlam ever. Ouais. En fait, non, le deuxième. Parce que le premier, je pense que c'est Rey Mysterio Kurt Angle en 2002. Ouais, il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, sont check plus. Il y en a d'autres qui sont très, très, très bons aussi, là, mais de mes souvenirs, Angle, Mysterio va être dur à battre en 2002, c'était vraiment solide. Ouais. On connaît le wrestling mind de Waltman, de X-Pac 1-2-3 Kid. On connaît sa précision dans ses combats, sa technique, mais je pense que, je pense au match contre Bret Hart, là, entre autres, Accoucher. Je pense que c'est un lutteur sous-estimé qui était capable de faire des trucs, comme tu dis, que personne ne faisait, qu'il intégrait dans les matchs à sa sauce. Puis c'est drôle parce que je trouve que c'est 2 lutteurs qu'on pourrait mettre dans le roster aujourd'hui avec ces gimmicks-là, puis ça fonctionnerait pareil. Là. Les deux seraient capables d'être over, d'après moi. Ben, surtout aujourd'hui, même, je dirais. Ouais, exact. Fait que, non, un excellent combat, puis une clinique de lutte pour 95. C'est pas la plus grosse année, c'était vraiment solide. Ouais, belle façon extraordinaire pour commencer le show, pour vrai, phénoménal pour être un match de l'UF en 95. Puis avec une minute de doute plus, peut-être fast-pace, ça aurait été pas facilement 4 étoiles, mais quand même, j'ai donné à ce match-là 3 et 3 quarts. Ah, t'as pas donné plus que. Oh, wow, sévère! Ben là, c'était bon, mais c'était pas. Mais là, hey, wow. T'as pas donné 4,5, j'espère. Toi, je sais pourquoi. Attends, là, toi, t'as accouché dans le match, fait que tu dis c'est le Japon, fait que m'a donné une grosse étoile. Fuck you. Ah, non. C'est un match solide, pour vrai, là. Ça vaut son pesant d'or. Ils ont quand même eu 9 minutes de match, là, ce qui est quand même bien pour un opening match. Non, j'ai donné à ce match-là 4 écarts. Ouais, je trouve que c'est un peu exagéré, 4 écarts. 4, ok, peut-être, max. Non, mais... non. 4 écarts. Bon, agree to disagree, I guess. Exact. Bon. Accoucher va faire un face turn très très prochainement, ce qui n'est pas souvent avec les pop qu'il y a eu aujourd'hui. Et pour le moment, Touch Kid aussi, il va faire un turn dans les prochaines semaines en se tournant contre son ami Razor Ramon pour la Corporation. Excellente. Ben oui, très bonne décision. Birk. Interview time avec Doc Hendrix et King Mabel. Et Doc veut savoir le plan final du roi, mais Mabel dit qu'il va falloir qu'il attende, comme tout le monde, pour voir c'est quoi. Il dit à des autres ce qui s'est passé avec le British Bulldog était quelque chose de gros, mais ce soir, c'est encore plus gros. Longue vie au roi, dit Mabel en riant ensuite. Match numéro 2. Hunter Stemsley contre Bob Spark Plugoli avec l'arbitre du match, Jack Doan. Et c'est le pay-per-view début de Hemsley ce soir à WF. Hemsley hésite avant de s'en prendre au pilote de course, mais Oli le jette violemment au sol avec un slam. Et Hunter malmène ensuite Oli dans le coin, l'étrangle, puis l'envoie dans le coin d'aplomb et ça fait un énorme bruit. Ça m'a surpris quand même quand j'ai vu le bump. Hemsley lui donne une descente du genou pour un compte de 2. Hunter s'assemble sur le dos de Bob, tandis qu'un plan de coulisses montre l'arrivée du British Bulldog avec ses lunettes fumées. Hunter applique un stretch abdominal et utilise les cordes pour du levier. Et Bob se dégage, mais Hunter le balance en bas avec un hip toss, avec un gros pop de la foule. Et Oli retourne dans le ring. Il va le déléter un très beau drop kick. Mais les deux hommes sont à terre pour un double down. Hunter se relève, charge, mais se fait surprendre par une goutte atomique. Oli est une maison de feu et enchaîne avec un backdrop et un autre saut chassé. Il veut faire un surpassement encore une fois, mais Hunter va venir le coup cette fois-ci. Il retombe sur ses pieds et finit le match avec un pedigree.
Ouais, belle façon de faire une première bonne impression pour la victoire. C'était Par nice contre, pour la... le fait qu'il fait de quoi, puis après ça, il s'ajuste parce qu'il l'a vu, puis il finish le match, ça, c'était bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Comme je disais, première bonne impression pour la victoire. Par contre, on repassera pour la qualité du match. Première bonne impression. Là. C'est un match sans Honnête. savoir honnête, là, mais honnêtement, honnêtement, rien vraiment pour nous exciter. Quoique passer après l'autre match d'après, c'est un peu compliqué aussi. Là. Ouais. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu avoir une coche de plus de ces deux combattants-là. J'ai donné 2 à ce match-là. J'ai donné 2 écarts. Ouais, là, voyons donc. Agree to disagree. Ben là, c'est pas pareil, là. C'est pas la même chose, pas en tout. MZ va rester invaincu jusqu'en novembre. Il va aller en rivalité avec Henry Godwin. Lui, il va rien faire de note pendant plusieurs mois. Il va même quitter la compagnie en septembre 87 avant de revenir en février 98. Avec sa nouvelle coupe de cheveux. Pas tout de suite. Non, Non, c'est pas tout de suite, c'est en 99, ça. Hein? Quand il est revenu, éventuellement, il s'est tendu les cheveux blonds. C'est ça, c'est la coupe de cheveux qui avait changé. Mais il avait encore la même molette qu'il y avait dans ce temps-là. Il était pas rasé dans ce temps-là? Non, il a commencé à se raser, je pense, dans le temps qu'il était. Qu'il a commencé contre Arsenal dans la division hardcore. Là. Quand il était un peu dans le Job Squad encore vers la fin. Là. Fin 99, je pense, ou mi-99. Non, un petit peu avant ça, peut-être. Ouais? Wow, un petit peu avant ça. Ouais. OK. Bref, on voit une vidéo ensuite qui montre un événement promotionnel qu'il y a eu plus tôt dans la journée où les pompiers de Pittsburgh, c'est pas un nom d'équipe de hockey, là, j'ai dit, là. Ça livre un tir à la corde sur l'eau contre des joueurs de WWF, un bon vieux tug of war. Et les pompiers ont perdu, donc il a fallu qu'ils sautent à l'eau. On va ensuite au match numéro 3. Parlant de tomber à l'eau, les Blue Brothers avec Uncle Zebekiah contre les Smoking Guns avec l'arbitre du match, Mike Kikiyoda. Et après ça, Billy Gunn affronte Jacob, son nom Lawler, qui les met au tabac quand il passe le relais à Eli. Coup de coude et body slam. Jacob retourne dans le ring et se fait surprendre par un roll-up de Billy. Exécute ensuite une version, mettons, on va dire slow-mo du Famouser avant de passer le relais à son frérot Bang Bang Bart. Bart se fait dropper le coup sur les cordes pendant que l'arbitre a le dos tourné. Il retourne dans le ring et il se fait surprendre avec un crossbody de Bart pour un compte de 2. Les Blues tentent de leur chance et placent un H-bomb, qui est un power-bomb à 2 pratiquement. Puis il est maintenant malmené et encaisse un whip irlandais, dévastateur encore plus violent celui de tantôt que Holly a reçu de Triple H. Nouvelle attaque à 2 contre le pauvre Billy. Il descend du genou lui vaut un compte de 2 à Eli. Et Power Slam sur Billy et Gunn relève à peine l'épaule avant que compte de 3. Et Billy revient avec un facebuster et passe un relais à Bart qui frappe Jacob et Eli avant de recevoir un coup de pied dans la figure. Bart lance Jacob sur son frère Eli, qui fait le fait sortir du ring. Et les fusils fumants placent le Sidewinder, qui est Bart, qui fait un écrasement de trottoir pendant que Billy saute du top avec une descente de la cuisse. 1, 2 et 3, et c'est terminé. Victoire des Smoking Guns. La meilleure équipe a gagné. L'équipe qui devait gagner a gagné. Ça, c'est sans aucun doute là-dessus. C'est un match pas mal boring. Là. On dirait quasiment comme il faut qu'on mette un tag team match dans le pay-per-view parce que ça va être ça qui va être disponible. Puis ça va pas outshining aucun autre match. Un peu comme tantôt, là. Ouais, mais c'est pire que tantôt. Là. Pour moi, c'est un des pires matchs de la soirée. Là. Honnêtement. Ouais, c'est un des pires, ouais. Un des pires. Fait que. Ouais, c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce match-là. C'était pas écœurant. J'en ai 2, moi. T'as donné 2 à ce match-là. Ben là, c'était pas dégueulasse non plus, là. Pas exagérer, là. Pour que je mette en bas... Hein? Pour que je mette en bas de 2, il faut vraiment que ça soit pas bon, là. J'ai donné 1 et 3 quarts. T'es sérieux, là? Tu m'estines, puis tu dis, oh, j'ai donné un quart d'étoile de moins que toi. Les Guns ont gagné les ceintures par équipe pour la 2e fois de leur carrière des mains de Owen Hart et Yokozuna, ceux qui les avaient battus pour le titre. Ouais. Et les Blue Brothers vont quitter en octobre. Ils vont revenir en septembre 96. Youpi! J'ai déjà hâte. Biographie sur DOA bientôt. Mm-hmm. On va amener Dave, ils aiment bien les titres d'Apocalypse. Qui? Dave. Dave. Je sais pas, c'est persona non grata. Je sais pas. Ah, okay, parfait. Des fois, il like des posts, des fois qu'on fait. Ça ah arrive. Oui? Oh, ouais, ça arrive. Des fois, je vois un thumbs up de Dave, mais sinon, à part ça, rien. Parfait. Ouais. Fait que les vidéos sur le prochain match entre Skip et Barry Horowitz.
En gros, Horowitz c'est un gars qui est là depuis longtemps. Il n'a jamais gagné un match, même si c'est pas vraiment vrai techniquement. Non. Il a gagné des matchs contre d'autres jobbers dans les années 80. Là. Fait que, ouais. Fait que Sonny qui est avec l'impeccable. Skip est avec l'impeccable Sonny. On va lui donner une couple d'années là-dessus. Il a donné tout battu à des opposants avec out of shape sans aucun problème. Le mois dernier, à Action Zone, Skip avait des push-ups pendant un match qu'il avait contre Horowitz au tapis. Et Barry il l'a surpris avec un roll-up pour gagner son premier match avec un gros pop de la foule et un gros call de Jim Ross. Un bon moment de des années 90. Là, pour vrai, c'était cool. Oh ouais, c'est son moment, lui. Ouais. Et 2 semaines plus tard, avant SummerSlam à Superstars, Skip a challengé Horowitz dans un combat de temps limite 10 minutes en disant qu'il ne fait pas durer 10 minutes contre lui. Exactement ce que Barry a fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rendu là pour ce soir. Match numéro 4. Skip avec Sonny contre Barry Horowitz avec l'arbitre du match, Earl Hebner. God, hein? Ça fait de la peine de voir ça. Ça fait de la peine de voir ça. Ouais. Elle dit que elle pourrait être au podcast aujourd'hui en forme, te faire un petit bisou, une petite toast, une soupe, n'importe quoi. Tu l'aurais traité aux petits oignons. Pas à soupe aux oignons. Tu soupe un toast, quoi, rapport? Ah non, mais tu l'aurais dorloté, Sonny. Toi, tu aurais pris soin d'elle. Ah, j'aurais tellement été gentil, on aurait une entrevue, Sonny. T'aurais-tu, mettons, elle sort de la douche, tu peignerais-tu les cheveux pour que ça devienne lisse? Tu ferais-tu ça avec Sonny? Ben, il serait déjà lisse en sortant Ouais, de la mais tu sais, ils douche. sont mouillés. Après ça, c'est les peigner pour que ça soit drette, là. Genre sur le bord du lit, mettons, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant qu'elle check son téléphone. Je sais pas, peut-être. En 95, il n'y avait pas grand téléphone, là, mais correct. Elle peut checker de même en l'avant sur l'oreille, là. Ouais. Puis c'est une scène là-dedans parce que dans ce show-là, elle a 23 ans. Hey, 23 ans. C'est une scène pour elle. Elle avait l'avenir devant elle. C'est incroyable comment que. La lutte, des fois, là, ça a deux côtés. Ça peut scraper du monde. Elle avait l'avenir devant elle, puis elle avait le gars qu'elle a écrasé aussi, là. Ouais, malheureusement. Ouais. Puis je pense que, je suis pas sûr, mais je pense qu'on a la réaction du gars quand il s'est fait écraser. Je pense que je l'ai ici quelque part. C'est tellement pas nécessaire. Oui, très nécessaire. J'aurais pas dormi sinon. Ce n'est qu'une petite promo pendant leur entrée. Elle dit qu'ils sont fait avoir 2 fois. La troisième fois sera le charme pour eux ce soir. Et Barry Horowitz va regretter d'avoir monté dans l'arène avec un body donné. Ça, c'est une promesse. Il planifie d'apprendre une leçon à Barry et tout le monde disent que c'est des bons à rien. Pas en forme pendant qu'eux sont nés. Ils ne sont pas de taille contre eux autres. Horowitz s'est monté agressif en début en lâchant les prises, dont une corde à linge qui a envoyé Skip hors du ring. Il a réussi un roll-up, mais le compte s'est arrêté à 2. Horowitz établi exécute une souplexe hors du ring sur Skip. Et Sonny est rentré dans le ring avec une serviette. Mais l'arbitre Earl Hebner lui a demandé de quitter le ring. Il lui a dit que c'était de la lutte, pas de la boxe. Puis le coup de la serviette ne marcherait pas. Skip a envoyé Horowitz dans les cordes et Sonny l'a fait trébucher. Skip a repris l'attaque pendant que la foule se rendait Barry pour Horowitz. Skip a porté une souplexe à clé de boyau et c'est qu'un coup de poing de la 2 à la Jerry Lawler. Horowitz a obtenu plusieurs tombées en réplique, mais Skip a arrêté son élan avec une line. Il a pris un compte de lutte sur Horowitz avec un test press. Skip a porté un power slam pour faire ensuite des jumping jacks pour célébrer. Ils ont la même idée avec un dropkick pour les mettre tous les deux au tapis pour un double down. Skip a monté sa troisième corde pour un saut de lune et Horowitz l'a fait tomber sur le coussin entre jambes premier avec un saut chassé. Barry est remonté le rejoindre, mais avec des coups de coude dont on fait tomber. Skip a sauté sur lui avec un headbutt. 1, 2, mais Skip relève la tête d'Horowitz avant le compte de 3. Il n'a quand même pas appris de ses erreurs. Horowitz a tenté une tentative de pile driver en backdroppant le body donner pour commencer son comeback. Horowitz était sur la troisième corde, mais malheureusement pour lui, Sonny a secoué les cordes et il est tombé sur le turnbuckle, l'arbitre ne l'ayant pas vu. Skip est allé le surprendre avec une superplex. Et c'est là que Hakushi fait son entrée. Il était furieux que Skip lui a coûté un match contre Horowitz plutôt dans la journée à Action Zone. Et Skip a crié sur Hakushi qui a sauté en springboard par-dessus Skip qui était dans le ring sans lui toucher. Et Horowitz a ensuite pris Skip avec un inside cradle pour le compte de 3. Un gros pop de la foule là-dessus, puis Hakushi a sa revanche. Et après la décision, Skip et Sonny capotent leur vie. Hakushi est content et Barry l'a encore plus. Il fait même un hug à l'arbitre Earl Hebner. Honnêtement, quand j'ai regardé la carte et que j'ai vu le match, c'est pas un match que je me disais « Ah, je vais apprécier ».
mais c'est probablement le sleeper de la soirée dans le sens. Mais c'est deux bons crises de lutteurs, ces gars-là. Là. C'est deux bons lutteurs, puis pour vrai, là, c'est un de mes matchs préférés de la soirée que, tu sais, qu'on s'attendait pas. Mettons qu'on s'attendait moins, en tout cas de mon côté. Mhm. Tu sais, Horowitz, je l'ai vu moins lutter que Skip, mais honnêtement, là, la chimie était là. C'était un très bon match. Un bon match de mid-card, là, pour vrai. C'est un match solide dans la carte que tu peux. Tu sais, tu as ton premier match qui est vraiment excellent. Après ça, tu as comme deux matchs so-so. Puis là, lui, il te repop un peu ta foule pour la deuxième partie du show. Beaucoup apprécié. J'ai donné 3 et 1 quart à ce combat-là. Pendant qu'on va le finish en arrière de moi. Et c'est en plein ça qui est. Pour vrai, c'est un match vraiment, vraiment bon. Là. La foule était vraiment dedans pour Horowitz aussi. Là. Il l'encourageait beaucoup. Mais je vais le dire tout de suite, la foule, tout le long de la soirée, la foule est excellente. Là. Elle est vraiment, vraiment bonne. Elle est vraiment en feu pour vrai. Là. Ils veulent faire fondre des glous. Bref, pour vrai, ce match-là était très bon. Fait que j'ai donné à ce match-là 3. OK. Ouais. Barry et Akushi vont former une équipe après ça. Dans le fond, ça va être Barry qui va être comme le mentor d'Akushi pour lui montrer comment ça marche aux États-Unis. Skip va continuer un peu sa feud après ça avec Barry. Il va aussi prendre Rad Radford sous son aile comme Body Donna in training. Oh yes! On va dans la classe du doyen Dean Douglas qui a le mot Vivify sur son tableau. Vivifié en français. Et Douglas a fait une promo sur le mot vivifié pour expliquer la mascarade que représentait la victoire d'Horowitz. Et Douglas a donné la cote de F à l'arbitre et S à Horowitz pour fainéant. Slacker en anglais. Todd Pennegan sur le point d'interview Shawn Michaels, mais avant, il nous montre une séquence de ladder match de WrestleMania 10 entre les deux. Ben, entre Razor et Shawn, pas Todd et Shawn. Non. Après ça, impliqué avec Todd. Et Shawn dit que c'était impossible de se préparer pour un combat de ce genre-là. Il n'y a pas de combat plus difficile qu'un ladder match. Il y a juste 2 chats qui peuvent faire ça, lui et Razor Ramon. Puis, enfin, il y a juste 2 gars qui peuvent faire ça, c'est pas vrai, Brett. Puis, le fait avec toi, puis c'était bon. Non. Sean a raison là-dessus. Il a fait l'histoire l'année passée, mais pas ça le tue pas par en dedans d'avoir été du mauvais côté. Il est pas obligé de défendre sa ceinture. Et c'est beaucoup plus dur de se faire piner ou de se faire abandonner que de monter dans une échelle et prendre la belt. Très belle observation. Il a besoin de tout pour gagner ce combat ce soir. Il n'y a pas une blessure qui l'empêcherait de monter dans le ring et de monter dans l'échelle. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est la ceinture intercontinentale. Rien ne va le stopper de décrocher le titre et de prouver à tout le monde qu'ils sont sur la terre verte de Dieu, God's Green Earth, qu'il est ce qu'il a toujours dit qu'il était, le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Match numéro 5, Bertha Fee avec Harry Whippleman contre Alan Jobin sur le champion féminin de WWF et l'arbitre du match, Tim White. Puis là, il faut que je fasse de quoi? Là? Je vais le rajouter. Je voulais pas le rajouter avant pour que tu puisses le voir, qu'est-ce que je voulais mettre. Là. Mais ce sera pas pardon, fais un peu de jus 2 secondes. Ouais, ben, en fait, l'affaire que je voulais dire, c'est que je l'aurais dit tout à l'heure, mais Alundra Blaze, moi, j'ai toujours dit, là, c'était quand il est arrivé à WWF, quand il est arrivé quand il était dans cette gang-là, il était comme un peu tout seul qui savait lutter, qui était capable de faire tout ce qu'elle faisait. Oui, il y en avait d'autres, mais il était un peu tout seul. Puis il est comme arrivé dans la mauvaise époque parce que ça serait arrivé, mettons, dans l'époque de Trish, quand Trish Lita était là. Là, on aurait pu développer d'autres talents alentour de elle, puis ça aurait tellement. Puis aujourd'hui, ben, elle serait comme un poisson dans l'eau, évidemment. Là. Fait que c'est dommage, mais en même temps, ça fait d'elle qu'on en parle souvent, puis elle fait comme ressortir. Elle ressort plus du lot parce qu'il n'y avait personne à l'époque. Tant mieux pour elle dans ce sens-là. Absolument, oui. Puis, évidemment, j'ai dit que Bertha Fate est accompagnée par Harry Whippleman. Fait que, fait un peu, j'ai pas fait ça au podcast, j'ai fait une couple de fois, je pense. Mais j'ai trouvé un séparé à la naissance avec des frères jumeaux. Et voici Harry Whippleman et Phil des Boys. Avoue que c'est frappant. Ah ouais, j'avoue. On dirait vraiment que c'est le même gars, genre. J'avoue. J'aurais aimé ça par exemple, j'aurais aimé ça que tu me montres, tu me demandes à qui il me fait penser, puis après ça, tu me colles celui-là. Pour les prochains. Mais ouais, c'est. En plus, c'est les Boys, tu sais. Je sais pas si je l'aurais eu, mais je peux pas dire si je l'aurais eu ou pas, mais c'est un bon call. C'est un bon call. Je suis sûr que Nicole va l'apprécier.
Ah oui, ben sinon. Il aurait plus les apprécié boys. si ça venait de moi, là, mais. Non. C'est un fan de moi en partant, là, pas de Ben toi. oui, tout le monde a des défauts dans la vie, là, c'est correct. Puis aussi, je veux mentionner aussi que dans la foule, il y a une pancarte qui est marquée Bertha Fat. Puis je trouve ça bien drôle, même si c'est méchant. Ouais, c'est méchant, mais dans ce temps-là. C'est drôle en crise, de toute façon. Ouais, dans ce temps-là, c'était plus. Mais c'est la Tout le heel. monde là, était- fait que c'est- Ouais. Bref. Faut pas être méchant pareil. Moi, j'aurais C'est pas vrai. dit ça. J'aurais Non, dit Bertha t'aurais- Grosse. Toi, t'aurais dit pire. Bertha Grosse. Bon. Faye a dominé le début du match avec des attaques corporelles en courant. Un coup de tête de Faye a envoyé Blaze au tapis. Faye a ensuite porté un slam suivi de 2 leg drops. Et Bertha a enchaîné avec un autre body slam. Faye monter sur la deuxième corde. A sauté pour un splash, mais Blaze a esquivé. Et Blaze s'est mise sur ses épaules pour un roll-up, mais le compte s'est arrêté à 2. Faye s'est fait trébucher. Blaze il a porté un body slam. Et Blaze enchaîne avec 3 cordes à linge en courant. Mais la bête est occupée avec Whippleman sur le tablier du ring pour la distraction. Et Blaze s'est lancé à la poursuite d'Harvey. Et Blaze a réussi un takedown pour 2 sur Bertha Faye. Et Faye s'est ensuite lancé sur Blaze. Alundra a exécuté un Hurricane impressionnant, mais le compte est arrêté à 2 encore une fois. 2 sont chassés du haut de la deuxième corde de Blaze, mais alors qu'elle en entend un troisième, Bertha s'est tassé. Et Faye a porté un powerbomb, mais aussi compté Blaze pour 1, 2 et 3 et un kick-out à la fin du 3. Mais le dégagement n'est pas tenu pour compte. Et Bertha est maintenant la nouvelle championne féminine au grand plaisir de son boy toy, M. Whippleman. J'ai 2 questions. C'était-tu voulu ou ben c'était un botch? Je sais pas, j'ai aucune idée. Puis le fait que Blaze perde, c'est parce qu'elle a quitté la WWF pas longtemps après ou Si je me trompe pas, il y avait quelque chose, mais il n'y avait pas un enjeu, là? je pense qu'elle est partie parce qu'elle se faisait opérer le nez, je pense. Elle se faisait d'un autre job. C'est là aussi. Ah. Il me semble que c'est ça. Ouais. En tout cas. C'est pas la bonne fille qui est partie, c'est Triple H qui aurait dû partir. Ouais, c'est ça. Pas un autre Après- job. Ah ouais, j'avais compris. C'est pas très subtil. Après la décision, Jim Ross a interviewé Bertha Faye dans l'allée et Harvey est fâché que Jerry mette ses mains sur elle. Il dit qu'il peut regarder, mais pas certainement toucher. Écoute, c'est pas les Bella Twins, c'est Bertha Bella. Il dit que Faye vient de terminer. J'aurais dû faire ça par naissance avec ça. Il dit que Faye vient de terminer le makeover qu'elle a commencé il y a 6 mois. Ah, tu vois, je vais le marquer dans mon texte après. Ah, tu Bertha vois. Faye a commencé à l'accompagner le lendemain de WrestleMania où elle avait cassé le nez d'Alundra Blaze en storyline. Et voilà. C'est enfin maintenant une vraie princesse qui est championne féminine, dit Harvey. Bertha a dit à Blaze de regarder de pleurer parce qu'elle a la beauté. Elle a un homme et maintenant une ceinture qui brille pour alentour de sa taille slim fast. Et les deux partent ensuite en gabada. Mais tu sais, Whippleman, c'est son manager, là, mais si elle suit en arrière, tu sais pas qu'elle a un manager. Non, parce qu'elle cache ça. Puis, je te disais tantôt, je t'écoutais parler, là, tu disais princesse, mais c'est pas une princesse, c'est une fée. Bertha Fée, voyons. Ça me semble que c'est clair. Ah, c'est vrai, je vais passer à ça, c'est bon. Attends. On l'a fait hier, là, quand on a enregistré l'autre podcast. Je vais te le faire. OK. Mais, tu trouves-tu que Bertha Fée, par exemple, moi, je trouve que, mettons, là, tu me dis, Ouais. hey, son nom, c'est Bertha Fée. Moi, ça me fait tout de suite penser aux pierres à feu. Pas pourquoi. Ben oui, Bertha Laroche, ouais. Ouais, c'est ça. Parfait. Et parlant des pierres à feu, justement, j'ai vu ça popper. Il y a un gars qui a sorti un livre sur l'histoire des pierres à feu. C'est nouveau, Ouais? là, c'est sorti, je pense, jeudi. Ouais, c'est. J'ai vu popper ça sur mon Facebook, genre toute la semaine. Puis, Ah, ouais, je pense que j'ai c'est vu passer aussi. un gars tout seul qui fait un livre des pierres à feu. Il est sorti jeudi. Peut-être même pas il y a un jour, peut-être. Ouais, mais tu sais-tu lire? Ben, il y a des images dedans, sûrement. Ah, ok, parfait. C'est bon. Ben là, dis, tu l'es, mais j'ai un texte depuis genre une demi-heure, tu sais. Ah ouais? Ben là, c'est pas des fort, là. images, là. C'est ça. C'était pas long comme combat, mais là-dessus, tant mieux. Là. Alundra Blaze a fait ce qu'elle pouvait, mais bon. On est loin de l'année d'avance quand Alundra Blaze avait affronté Bun Nakano au même pay-per-view, fait que voilà. T'as donné combien? Ben, t'as parlé du ton match. Ben oui, je l'ai parlé tantôt, non? Ben, t'as juste dit que Non? Blaze elle était pas. Non, t'as pas dit ça tantôt. Ah! Ben, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, dans le fond, Bertha Fée qui enlève la ceinture à Alundra Blaze, au début, je t'aurais dit, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'elle perde contre quelqu'un. Puis, tu sais, avec le 16 et tout, ça fait du sens que ce soit elle qui la batte pour que
éventuellement Blaze revienne puis la rebatte encore, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé pas longtemps après. Peut-être Ouais, ouais. un mois, peut-être un mois ou deux. Ben après Survivor son Series, autre. je pense. Là. Ouais. Ok, parfait. Fait Ouais, un que petit pas peu longtemps avant. après. Là. Ouais. Puis c'est ça, non, combat correct. Se sont bien débrouillés, mais encore là, rien pour s'exciter le poil, les jambes, puis faire comme, oh Non. my god, that's revolutionary. Ouais. Pal. Pal. Tu veux mon note du match, j'ai donné à ce match-là 1,5. C'est Même vraiment chose. pas bon. Même chose. C'est Ben, vraiment pas bon. Ouais. c'est Le règne de le fée. match de la Vas-y. soirée ou. Ben, à date, ça bat ma note de Fucking Guns et les Blue Brothers. Ça. Ok, à date. Ouais. C'est vrai, hein? Je m'allais dire à date, mais c'est vrai qu'il reste le main event. En tout cas, le règne de. Tu vois, je vais donner mon texte, puis ça dit quand est-ce qu'elle a perdu la belt. Le règne de fée se termine le 23 octobre à Raw contre Alundra Blaze. Les deux vont quitter vers la fin de l'année, avec bien sûr le fameux moment où Alundra Blaze a lancé la ceinture WBF dans la poubelle à Nitro pour devenir Madusa. Alors voilà. Je savais que c'était cette année-là qu'elle s'en allait, mais c'est ça, elle leur gagne la belt parce que quand elle part, elle est championne. Fait que... Ouais. Elle est partie vers décembre à peu près. Fait que... Paquet vidéo sur le prochain match entre Kama et l'Undertaker dans un combat de cercueil. À WrestleMania 11, Kama a volé l'urne. Il a ensuite fait fondre pour se faire un collier doré dans le cou. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade. Ouais, vraiment. Arrête de me copier. Ouais, m'excuse. Le week-end dernier à Superstars, Kama a attaqué une créature de la nuit qui était entrée dans le ring pour récupérer le morceau de la couronne noire mortuaire que Kama avait détruit. C'est la goutte qui avait débordé le vase pour le Deadman. Et c'est Girl Monsoon qui avait annoncé le match à Vince McMahon aux commentaires à l'émission de Superstars. Match numéro 6. Kama avec Ted DiBiase contre Undertaker avec Paul Bearer dans un combat de cercueil. Les arbitres du match, c'est Tim White et Jack Dong qui sont en bas du ring pour le cercueil. Ouais. Et qui est au bord du ring. Undertaker a projeté Kama dessus dès le début du match. Il a ensuite exécuté la prise classique old school sur la machine suprême de combat. Une caméra est installée à l'intérieur du casquette dans une belle touch. Kama est revenu à la charge avec un power slam, forçant l'Undertaker à se relever. Les fans ont scandé « Repose en paix » pendant que l'Undertaker était sur le point d'enfermer Kama pour de bon dans le cercueil. Ça n'a pas marché, par exemple. Kama a dominé l'Undertaker ensuite avec des coups, notamment une close line qui a envoyé le Phenom dans le cercueil. Et Kama a continué son offensive avec une souplex sur le tombeau qui était toujours fermé. Les hommes sont restés debout sur le cercueil pendant que les arbitres le maintiennent. Kama a voulu faire un marteau pilon, mais Taker a contré ça avec un back body drop dans le ring. Kama a porté un power slam puis a tenté de tomber, oubliant les règles du match. Ça va être TBAC qui ne sait pas comment ça marche qui a dit de faire ça. Laisse tranquille la corporation. Les autres d'être meilleurs, c'est tout. Kama a mis son adversaire dans un chin lock, le pied sur les corps, jusqu'à temps que Bearer le fasse tomber. Il a même fait un strut comme Ric Flair après, qui était comme un peu pas caractéristique de Paul Bearer. Une autre prise d'un menton ennuyante de Kama. Après quelques temps dans le chin lock, Taker s'en est sorti avec une suplex arrière. Et Kama a enchaîné avec un coup de pied dans le dos et un puissant lancement dans le coin. Taker s'écrasant violemment. L'Undertaker a riposté avec une corde à linge en sautant. Le casquette est ouvert lorsque le Deadman a porté une corde à linge qui a envoyé les hommes à l'intérieur du cercueil. Le couvert s'est refermé sur les deux. Kama a essayé de s'échapper, mais Taker l'a mis KO d'un coup de poing. Il est de retour dans le ring. Kama porte un brise-nuque. Et le Deadman est revenu avec un gros beau chokeslam sur l'acclamation du public. Et Taker a fini la machine suprême de combat avec le coup de la pierre tombale sur un plus gros pop encore. Il a fait rouler Kama dans le cercueil. Il a refermé le couvercle pour remporter la victoire et mettre fin à sa guerre contre Murder Corporation qui joue depuis 1 an et demi. Bon, tard. Pauvre lui. Calisse, man, pour vrai. Mais à part les chinlocks, je trouvais que c'était un bon match, casquette match pépé. C'était pas. Ouais. C'était quand même popé, j'ai pas eu ça pendant tout. Mais tu sais, faut dire aussi que c'est ça. Taker affrontait souvent des big guys, des monsters, puis c'était jamais des bons gars. Là, c'est des grands chums aussi, ça l'a aidé. C'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est des amis, il y avait une bonne chimie ensemble. On sait l'histoire, là, si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire, parce qu'on ne l'a pas dit tant souvent que ça au podcast, mais non. c'est à cause de Kama que Taker a eu des tatous. C'est lui qui l'a initié au tatou à la base. Fait que, après ça, quand il a commencé, ben, il voulait plus arrêter. Fait qu'il est devenu beurré comme lui.
Mais Kama était déjà tatoué à l'époque, mais c'est grâce à lui qu'il a eu son premier tatou. Sinon, ouais, t'as raison. C'est le meilleur match qu'il y a eu dans ces matchs contre les géants et les monstres dans les dernières années. Là. À part peut-être. Savais-tu battu contre Diesel? Ouais, peut-être contre Diesel. Ouais, Pas WrestleMania 12. Ouais, c'est ça. Mais contre Diesel, c'était meilleur que ça, là, mais Ah oui, absolument. c'est pas non plus. Ils n'ont pas fait des 5 stars match là, contre Diesel. Là, ça n'a pas donné. Mais solide match. Casquette match, toujours. Moi, j'aime toujours ça. Comme tu as dit tantôt aussi, la caméra, je l'avais remarqué dans mes notes. Belle touch. Ouais. Puis j'ai donné à ce match-là 2,5. Oh shit, ok. Quoi? J'ai donné à ce match-là 3,4. Oh shit, ok. Ouais. Ouais, j'ai adoré ce match-là pour vrai. Ben, adoré. 3,4, c'est adoré. Ouais, l'émotion va avec le rating. Ouais. Je trouve. Ouais. C'est un peu, mais c'est correct. Tu as le droit de temps en temps de te laisser emporter. Ben oui. Comme je disais plus tôt, la fois de la Corporation va être finie pour Taker. Il va être contre King Mabel par la suite. Que je sais pas si c'est un upgrade ou un downgrade, je sais pas. Non, downgrade. Ouais. Quand on va prendre du time off, ensuite, il va revenir au Rumble, il va quitter la compagnie après ça. Mais si Jerry parle du match qu'on vient de voir et du reste de la carte qui s'en venait. Après, Lawler parle de son ami, le dentiste Isaac Income DDS. Il dit qu'après qu'Isaac est fini avec Brett, toutes les dents de vont rouler au tapis comme des chiclettes. Autre paquet vidéo de Brett et DDS avec la narration de Todd Pettengill, et la voici. Il semblerait que la rivalité entre Bret Hart et Jerry le Roi Lawler dure depuis la nuit des temps. Jusqu'à présent, dans 9 cas et demi sur 10, c'est généralement l'excellence d'exécution qui l'emporte, sauf bien sûr si le roi du burger décide de recourir à ses méthodes sans scrupules. Habituellement, le roi accepte la défaite en étant bon joueur, mais ce qui s'est passé lors du combat du roi du ring était peut-être trop dur à encaisser, même pour lui. Bret Hart n'a pas seulement fourré ses petits cochons dans la bouche du roi, et il a regardé tous les petits cochons rentrer chez eux, mais pour couronner le tout, Lawler a aussi goûté à ses propres orteils. Outré par son élimination, Jerry le Roi Lawler a décidé de faire ce qu'il sait faire de mieux, ajouter quelqu'un d'autre pour mener ses combats à sa place. Et le roi a embauché un dentiste, Isaac Income DDS, une sorte de fée des dents démentielle qui prend malin plaisir à voir souffrir ses patients innocents. Lawler affirme que Income est un grand lutteur et qu'à SummerSlam, il prendra sa revanche royale lorsque le dentiste fou extirpera le hitman de la Fédération mondiale de lutte. Et Brett, quant à lui, affirme que Yankum n'est rien de plus qu'un sergent instructeur dérangé et promet de renvoyer Yankum et Lawler sur la cavité putrifiée dont ils viennent. Alors voilà. Match numéro 7. Isaac Yankum, DDS, contre Bret Hart, la bête du match, et Mike Kiyoda. Et Lawler fait son introduction dans le ring pour son dentiste. Alors, j'ai mon manteau de brush, je commence à avoir chaud. Oh, ben oui, c'est normal. La face dans le show, maintenant, c'est sûr que t'allais avoir chaud. Ben là, c'est plus le corps que j'avais dans le show que la face, en tout cas. Ouais, un corps chaud. Ouais. Vince fait un commentaire à Lawler pour lui demander pourquoi il y a une mauvaise dentition pour un dentiste. Puis Lawler répond que Isaac sacrifie sa propre dentition pour montrer à ses patients ce qui arrive quand tu fais pas attention à tes dents. C'est fucking tout. C'est quand même nice comme explication, je trouve. Ah ouais, c'est beaucoup d'explications pour un show de lutte, là. Ben non, mais c'est correct. C'est pourquoi, en même temps, parce qu'une personne va se demander pourquoi c'est un dentiste et il n'y a pas des belles dents. C'est pour ça, pour montrer à ses... Ouais, mais en même temps, t'as des entraîneurs out of shape aussi, mettons, de gym. Des fois, c'est des gros, des personnes un petit peu plus massives. Puis, ça veut rien dire. Des fois, c'est pas parce que toi, t'es pas capable de le faire que tu sais pas comment l'expliquer aux autres. Ouais, mais tu peux être gros et en shape pareil. Merci. À l'époque, j'étais gros et en shape. À cette heure, je suis gros et pas en shape. Yeah, c'est chapeau de famille. J'ai pas de chapeau, mais... Pas de mien passant. Toi, t'es avec Bret Hart pour l'interview time derrière le rideau. Bret dit que Lawler fait encore la baboune parce qu'il a perdu son Kiss by Foot match, qu'il a eu son pied et celui aussi du Batman dans sa gorge. Il dit que c'est différent pour DDS parce qu'il est grand, gros et tough. Il dit à Jerry qu'il peut lui amener un chiropraticien n'importe quelle profession, mais que ça ne changera rien au fait qu'il va tous tomber. DDS, je m'en fiche que tu sois dentiste. Moi, je suis le best there is, the best there was, the best there ever will be. Tu vas t'en vas à terre. Au match, Yankum a dominé le début du combat sur le Hitman avec notamment un body slam, mais il a raté une descente du coude. Brett a repris le dessus avec une goutte atomique, une corde à linge et une autre line qui a envoyé Yankum passer à la troisième corde. Après ça, Hart fait ensuite un slingshot dive par-dessus la 3 sur Yankum au sol. Bon début de combat.
De retour dans le ring, Brett porte une autre line, la deuxième corde. Il a tenté le sharpshooter, mais Yankem l'a bloqué. Letman lui a donné un coup de tête dans le ventre. Hart fait un backslide pour un compte de 2. Yankem est revenu à la charge avec un stun gun où il était censé projeter Hart gauche première sur la 3, mais il n'a pas exécuté correctement. Puis il est tombé un peu tout croche d'un corde. Yankem a projeté Hart violemment dans le coin avec le bum sternum classique de la part du Hitman. Et après que Yankem a sorti Hart avec un bas avec une close line, le dentiste a ensuite projeté Hart dos contre le poteau du ring. Avec Brett qui était coincé le ventre sur la 3. Yankem est monté au top et a fait une descente de la cuisse de la troisième corde sur le dos du Hitman pour un compte de 2. Beau spot quand même pour DDS. Et Yankem a ensuite continué à dominer le Hitman. Quelques temps après ça, Brett a éjecté Yankem du ring. Il a fait un topé suicida sur lui à l'extérieur du ring, suivi de coups de punch rapide. De retour dans le Squared Circle, Brett il va d'un bulldog de son balage à la russe. Chaque manœuvre va donner un compte de 2. Brett a enchaîné avec un backbreaker suivi d'un elbow de la 2. Et après ça, il a piqué le sharpshooter encore une fois, mais près des cordes. Là, il a quitté la table des commentateurs et a poussé les cordes vers Isaac pour l'aider à attraper pour faire le bris. Ouais. Après un peu de brawling en bas dans le ring, Yankem a commencé à monter vers la troisième corde, mais Hart l'a fait chuter. Et Brett a fait trébucher Yankem, il a attaché les jambes avec un câble au bord du ring. Et ça se donne un cœur en kickant Yankem pendant que l'arbitre le déprenait des cordes. Hart s'est battu avec Lawler ringside et Yankem en a profité pour sauter en bas avec un double axe dans le dos du Hitman. De retour dans l'arène, Brett a donné un coup d'avant-bras en pleine course. Lawler a fait trébucher Hart, ce que l'arbitre n'a pas vu. Mais Yankem lui a porté un splash dans le dos. Yankem et Lawler, après ça, ont pris les 2 cordes du haut et l'ont attaché autour de la tête de Brett, le coincant dans les cordes. Et Lawler, son dentiste, s'en prennent à cœur joie au Hitman. Et n'écoute pas l'arbitre Ebner qui demande que la cloche sonne pour la disqualification. Et après la décision, les officiels ont intervenu pour secourir Brett parce que Lawler et Yankem tiraient sur les jambes de Brett pendant qu'il était coincé dans les câbles. Ils ont finalement réussi à le libérer. Lawler et Yankem ont quitté, visiblement satisfaits. Et Hart s'est relevé en repoussant ceux qui essaient de l'aider et auront gagné les coulisses en boitant. Il lâche pas King Lawler, il lâche pas Brett. Ben non. Donc, voilà. Un bon match considérant que Yankem était pas mal green à l'époque. C'est pas mal le meilleur match de Kane avant un bon bout. Là. Puis je pense que Brett avait hâte de finir ce feud-là, je pense. Ouais, c'est sûr que c'est dur de se battre contre des gars de même, surtout quand tu es mobile. Mais moi, je pense aussi que c'était. J'ai l'impression que Brett, c'est peut-être un challenge qu'il a apprécié dans le sens qu'il fallait qu'il fasse de quoi de bon avec ce gars-là. Puis je pense qu'il a donné le maximum de ce qu'il pouvait faire avec Yankem à l'époque. Ouais. Ça a donné peut-être des. Je pense que ça l'a aidé éventuellement à devenir Kane plus tard dans le sens que quand ils sont allés chercher Yankem pour Glenn Jacob pour faire Kane, je pense qu'ils sont revenus à ce match-là et ils se sont dit OK, il est capable de worker s'il était avec la bonne personne. Éventuellement, il est devenu gagner de l'expérience et tout. Là, mais non, pour vrai, moi, j'ai quand même apprécié le match pour ce que c'était. Puis le storytelling, la storyline était là aussi. Fait que l'intensité était là. Un bon combat avec quelque chose qu'on s'attendait à rien, éventuellement. Ouais. Je laisse ce match-là 3. Moi aussi. Même chose. La rivalité va se terminer jusqu'à l'épisode du Raw, du 16 octobre 1995 où Hart a battu Yankem dans un match de cage en acier. Où Lawler qui ne devait pas interférer, puis finalement il est intervenu, il était supposé dans une cage à requin en haut du ring pour pas qu'il interfère encore plus. Interviewant avec Doc Hendrix, le bad guy Razor Ramon. Razor dit à Doc que l'histoire a l'habitude de se répéter. Il sait que le Boy Toy dit que c'était le passé, que le temps, et maintenant c'est le futur, le présent. Un nouveau temps, une nouvelle place. C'est à ce moment-là que Brett passe devant la caméra avec Gerald Briscoe. Puis Razor puis Doc la regarde aller, puis Razor fait genre whatever, puis continue sa promo. Puis je sais que moi je trouvais ça intéressant, mais je sais pas si toi quand t'as vu ça, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Tu parles de la promo de quoi? Quand Razor fait sa promo, puis Brett passe devant la caméra parce qu'il est encore groggy, puis il est avec Briscoe, genre, puis les deux le regardent, puis ils font OK, puis ils continuent leur promo, genre. Ben, ça a-tu mené à quelque chose plus tard? Non, c'est juste pour montrer que c'était live, genre, puis que, je sais pas. Ben, en fait, je te donne un exemple. Si c'est voulu, puis que ça fait juste plus réaliste, j'adore ça. Mais si c'est, mettons, juste un petit coon qui passe devant la caméra, puis que, genre, il n'y a pas d'affaire là, ça me mettrait en tabarnak. Mais vu que c'est Brett, je pense pas que. Je pense que c'était voulu. C'est pour montrer que c'est live, je pense, plus que d'autres choses. Ouais. J'aime la petite touch, ça fait différent.
Mais sinon, comme je te dis, si c'est quelqu'un qui sait juste pas les codes de la télé, là je serais en crise. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il continue la promo. Il dit, il y a Razor qui dit qu'il prend une chance à toutes les fois qu'il peut en prendre une. Et Chico, c'est pas juste ta précieuse ceinture qui est en doré, qui est en jeu, c'est ton corps, ta carrière. Je suis prêt à tout parce que ta douleur me donne du plaisir. T'es prêt à danser? Ben, mais c'est moi, c'est Razor qui mène la danse. Alors, le match numéro 8. Le Bad Guy Razor Ramon contre le Heartbreak Kid Shawn Michaels dans un combat d'échelle sur la continentale de la WWF. Et là, je suis sûr que quand tu as checké les affaires, tu demandes pourquoi il y en a un qui est là. Ouais. Ben, tu vas pas le mettre dans pas long. À la base, ce combat-là, c'est pas ce combat-là qui devait avoir lieu. Un match entre Sid et Shawn Michaels était prévu pour. Tu peux monter le graphique si tu veux maintenant. Tu peux. Alors voilà. Fait que voilà, c'était ça la base de match qui devait avoir lieu à SummerSlam. Mais évidemment, ça a été changé. Pour le combat d'échelle, le rematch de WrestleMania 10, parce qu'il trouvait que la carte était un peu faible là, après l'avoir vu. Fait que c'est ça. Puis en même temps, imagine ce show-là sans ce combat-là. Fait que. Ouais, ça n'a vraiment pas la même saveur. Là. Ouais. Mais bien qu'il ait été retiré du SummerSlam, ça, a obtenu un combat sur le futur championnat intercontinental contre le champion en titre lors de l'épisode de Raw du 11 septembre. Plus de détails plus tard là-dessus. Et pendant ce combat-là, ben, Doc Hendrix vient remplacer Lawler au commentaire parce qu'il est parti à Ken tantôt. Les arbitres ont de la misère à déterminer la difficulté de la hauteur et l'emplacement exact de la ceinture. Le titre est brandi. Mais attention, le Shawn n'est pas satisfait de la façon dont il est attaché au crochet et chiale pour qu'il la redescende. Puis ce qu'ils font, puis qu'il la range, puis il la relève. Il était content, Shawn. Ben, un professionnel comme Shawn, là, tu lui donnes ce qu'il veut. Professional asshole, peut-être. Ouais. Les deux se poussent, puis ça commence. Razor avec des punches sur Shawn. Headlock projection. Shawn se couche. Razor saute par-dessus. Leapfrog de Michaels. Ramon saute par en dessous. Mais encore une chose une fois. Switch music, mais le bad guy se retient sur les cordes. Puis vraiment, tout ça, là, cette séquence-là, full speed. Vraiment, vraiment nice. Ouais, puis tu sais, Shawn, on sait qu'il est rapide, mais Razor, il est sous-estimé dans sa rapidité en Razor Ramon dans le temps. Là. C'était vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Shawn avec des punches dans le coin. Ramon renverse un whip. Michael veut passer par-dessus la troisième corde, mais Razor le kick. Lui veut faire son Razor's Edge, mais HBK roule. HBK roule en bas du ring, hors de danger. Vraiment bon, ça fait même pas une minute. Ouais, imagine. Ouais. Shawn prend son bombe par-dessus la 3 dans le coin, elle est à l'extérieur du ring. Ramon est sur le point de prendre l'échelle, mais Michael lui saute dans le dos. Il retourne au ring après. HBK veut ramener Ramon dans l'arène avec une souplexe, mais c'est Razor qui souplexe Shawn en bas du ring et le pied de Michaels heurte violemment la barricade. Il n'a pas dû faire du bien. Michaels remonte sur le ring et échappe à nouveau au Razor's Edge, mais rate un autre super kick. Les deux ont la même idée avec une corde à linge, un double down. T'allais dire de quoi? Non, c'est juste que j'ai juste réagi, mais non, je n'ai rien dit. Vas-y, continue. Okay. Ramon se relève le premier, il amène Michaels dans le coin, il lui fait un super follow-away slam bien exécuté. Et dans les coulisses, on voit Sid qui est montrant de regarder le combat sur une petite TV. Il regardait la TV, hein, c'est ça? Ouais. De côté? Il avait l'air semi, genre, de côté puis devant, genre. C'était weird. C'est en même temps, c'est Sid. Ramon est à l'extérieur du ring avec l'échelle et HBK veut faire une clette de baseball pour frapper l'échelle sur le bad guy, mais Razor se tasse l'échelle, pardon. C'est un callback de WrestleMania 10 où que Michaels avait réussi la manœuvre. Il a fait ses devoirs, Ramon. Ouais, exact. Shawn quand même dans l'échelle, mais Razor l'interrompt en lui tirant ses culottes. Puis Razor renverse l'échelle quand il tombe avec la ladder. Shawn avait la jambe coincée dedans. Dans un beau visuel. Un peu comme Chelsea Green, une couple de semaines à SummerSlam. Là. Ouais. Elle est tombée et est accrochée dedans. À remonter et à gagner. Mais Shawn, c'est un spécialiste de s'accrocher partout. Tout ce qu'il pouvait utiliser là, sur un ring, n'importe où dans l'aréna, il le faisait. C'était un 4. Ouais. Razor s'attaque ensuite à la jambe de Shawn en le projetant sous l'échelle qui était penchée dans le coin. Et c'est bien sûr la jambe d'HBK qui prend l'impact. Et Razor continue son travail de jambe pendant quelques temps. Il veut faire une prise en 4, mais Michaels le pousse avec son pied et Razor rentre dans l'échelle. Et Razor lève Shawn de côté, il lui fait tomber le genou sur l'échelle à la Ric Flair. On avance de quelques minutes dans le combat quand Ramon fait tomber l'échelle sur la jambe de Michaels. La ladder c'est dans le centre du ring, mais Shawn veut faire une duplex arrière sur Razor pour un autre double down. Un saut d'une de l'échelle permet à Shawn de marteler Razor Ramon de coups de poing. Et Michaels monte sur l'échelle encore une fois, mais les rats sont un homme splash. Un autre qu'elle a à WrestleMania 10 où Shawn avait réussi la prise. Ça, c'est cool qu'il
il utilise bien les callbacks, puis pas trop la même chose, mais que ça Ouais. fait du sens pour la suite. Là. Puis il y a genre 3 callbacks. Fait que c'est pas juste c'est des pas callbacks super. tout le long. Là, Ouais. Ben, les deux se battent sur le top de l'échelle. Ça finit que les deux tombent dans les câbles. Une charge ratée avec l'échelle fait tomber Shawn au sol et Razor tombe avec lui. Shawn remonte dans le ring et installe l'échelle, mais Razor en amène une deuxième, ce qui est un nouveau concept à l'époque. Et Michaels monte sur l'échelle, mais de dos à Ramon, et Razor en profite pour faire son Razor's Edge depuis l'échelle. Gros pop pour le finish. Ouais. Les deux ailes sont placées pour une double montée, mais Shawn le fait tomber d'un super kick. Shawn reste sur son échelle et il saute pour attraper la ceinture, mais il la manque et ça provoque une autre chute sur sa jambe blessée. Une autre tentative de Razor's Edge est contrée par un backdrop qui envoie Ramon à l'extérieur du ring. Ça permet à Shawn de remonter sur l'échelle et s'emparer du titre, mais il retombe sans la ceinture. Oh non! Damn it! Puis là, Shawn est en tabarnak. Puis il remonte là, il décroche la titre intercontinentale pour aller sa ceinture. Et après la décision, Ramon s'empare de la ceinture, il fait comme s'il était fâché puis il arrache des mains. Mais non, il lève le bras de Shawn pour un beau geste. Et après ça, Michael célèbre avec les feux d'artifice qui partent. Ça aurait dû finir de même, le show. Hein. Ben oui, mais là, c'est ça. Non, je sais. Mais... c'est ça pareil. Ouais. Le match... Ben là... Ouais, quoi dire de plus? Excellent combat, puis j'ai écouté des vieux reviews du temps là, pour ce combat-là. Man, il y a plein d'analystes qui font comme tu sais, c'est sûr que ça top pas WrestleMania 10, mais c'est bon pareil. Excuse? Non. Il est meilleur que WrestleMania 10, ce combat-là. Là. On s'entend? Ouais, le pire, c'est que celui de WrestleMania 10, overall, il est meilleur, dans le sens que le premier ladder match en pay-per-view, WrestleMania 10 à Madison Square Garden. Ouais, c'est le moment, puis c'est un 5 overall, mais bell to bell, là, ce match-là est supérieur de beaucoup. Là. Ben oui, exact. Puis l'intérieur de Shawn, moi je l'adore. C'est un petit intérieur de malade. Là. C'est un de ses plus beaux. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est mon préféré, je pense. Ouais. Puis non, la chimie est là. Tu vois que c'est deux chums. Puis moi, je trouve que. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, WrestleMania 10, c'est un 5. Lui, tu lui donnerais quasiment un 6 parce qu'il est vraiment meilleur côté lutte puis psychologie du match. Puis tu vois qu'ils se sont comme ajustés au premier. Peut-être ce qu'ils voulaient faire dans le premier. Puis là, je pense qu'il y avait plus de temps aussi dans le sens que c'est une moins grosse carte que WrestleMania 10. Fait que là, il y avait plus le temps de manœuvrer et de faire leurs affaires. Fait que non, moi, j'ai donné note parfaite à ce match-là. OK. Un excellent match, pour vrai, vraiment bon. Il y a tout dans ce match-là, des gros bumps, de l'émotion, des callbacks du premier. Puis peu important, tout ce qu'ils ont fait là-dedans avait du sens. Ça a buildé un crescendo pour la fin du match. Puis tout. Puis, comme j'ai dit tantôt, personnellement, je trouve ça le meilleur que Bell to Bell que WrestleMania 10, parce que WrestleMania 10, comme j'ai dit, c'est plus Bells and Whistles. C'est WrestleMania 10, 10e anniversaire de WrestleMania, devant Madison Square Garden, puis premier ladder match. Puis, 100%. Mais pour vrai, Bell to Bell, c'est supérieur. Mais j'ai pas donné la note parfaite. Pas loin, mais j'ai pas donné. J'ai donné 4 et 3 quarts. OK. Fair enough. Mais je pense que le 4 et 3 quarts, ça va beaucoup au fait que Shawn a manqué à Belt. Là. Ouais, mais en même temps, ça rajoute une crise. Hein. Ouais. Correct. Ouais. Le droit, c'est Shawn. Ouais. Ben, ça excuse pas tout, mais en tout cas. Bref, fait que c'est ça. Michaels va battre Cidre 2 semaines plus tard à Raw pour conserver la tête intercontinentale. Et c'est le même soir du premier Raw et Night Shows qui ont été head-to-head dans les Monday Night Wars, quand même. C'est fou, pareil, hein? Puis Eric Bischoff avait spoilé, oui, en effet, les résultats de ce combat-là pendant son show, vu que lui, il était live puis les Raw étaient tapés. Cet épisode-là avait été tapé d'avance. Le lendemain du show, dans le fond. Bref, pour Razor, on en parle un peu plus tard, dans vraiment pas long. Dean Douglas vient avec une autre leçon. Il nous donne la définition du mot mauvais. Il comprend pourquoi Razor Ramon est surnommé le mauvais garçon, quand sa prestation ce soir a été très mauvaise. Et Razor arrive en classe et s'emporte. Ramon ne fait pas besoin d'une leçon d'un gérant d'estrade ou d'un rat de bibliothèque qui ne sait pas se battre. Un rat de bibliothèque. Ouais, c'est malade. Douglas dit que c'est une salle de classe, on n'a pas besoin de violence ici. Razor dit qu'il savait que Dean était juste capable de parler, de se faire aller le mange-patate. Douglas a tenté un punch, mais Ramon était prêt, il l'a sauvé d'un coup de poing. Don't sing it, bring it, dit Razor. Puis quand il est parti, le doyen, en beau fusil, griffe le tableau. Et Vince, même le vend au commentaire. Il dit, ah!
Alors, la prochaine rivalité de Razor Ramon, il va être contre Dean Douglas et ensuite le 1-2-3 Kid qui va faire un turn contre lui en novembre, comme je l'ai dit plus tôt. Oh yes. On n'a pas le temps de niaiser. Non. Et Mabel fait son entrée pratiquement tout de suite après. Presque comme on vient de voir avec la classe du Dean. Donc, match numéro 9. King Mabel avec Sirmo contre Big Daddy Cool Diesel. Pour le championnat mondial de WWF. Et l'arbitre du match, évidemment, est Earl Ebner. Avant ça, on a interview time avec Todd Pettengill et Diesel. Il dit que c'est pas à cause de la volée que le Bulldog lui a donné que c'est aussi les dots de Mabel, ils ont rentré à la tête, mais Diesel est mort et Big Daddy Cool est vivant. Et tu veux jouer au chevalier en armure étincelante? Je vais te faire un carnage médiéval, et Diesel. Ouais, Diesel Babyface, c'était pas ses meilleurs moments. Ben, c'est pas un babyface, Diesel, en partant. Ouais, mais il n'y c'est avait pas le choix dans le temps avec Sean. Oui. C'est ça. Mabel a commencé par 2 coups d'épaule. Diesel a riposté avec des clotheslines. Mabel a rencontré une tentative de body slam vu qu'il était pesant. Diesel a enchaîné avec 2 cordes à linge et un coup d'épaule dans le dos, éjectant Mabel du ring. Diesel a ensuite plongé par-dessus la troisième corde avec un dive et atterri sur Mabel au sol. Quand même impressionnant d'un gars comme Diesel. Quoi qu'en même temps, il a joué au basket, fait que c'est un athlète. Là. Ouais. Très beau spot de Big Daddy Cool. Il était au sol, Mabel projetant Diesel dos autour du ring. Le roi Mabel charge, mais Diesel est revenu avec une botte au visage. Mabel l'a balancé dans le coin, il a porté une genre de rock bottom Bossman Slam dégueulasse pour un compte de 2. Et avant de parler du prochain spot, il faut que je mette un petit peu en situation. Tout dans la journée, Nash avait mal au dos. Il a dit à Mabel qu'il voulait que Mabel fasse attention avec lui dans le ring. Et pour le prochain spot, Nash était couché à terre sur le ventre. Mabel s'est laissé tomber le cul au grand complet, tout son poids sur le bas du dos de Diesel. Puis c'est vraiment flagrant parce que quand vous regardez le combat, là, vous entendez Diesel après crier, qui parle, puis Mabel, mais vu que la face de Diesel là, comme est à terre puis que l'autre a mis ses mains devant sa bouche, t'entends juste par monnaie genre c'est malade. Ouais, vous allez voir, si l'écoutez, vous allez le voir, c'est flagrant, maudit. Ça n'a pas dû faire du bien, honnêtement, là, pour vrai. Ben là, je sais pas, t'as mal dans le dos, puis il y a un gars de 450 livres qui tombe C'est sur qui s'est situé, là, Chris. Ouais. Puis ça a l'air que Vince était prêt à renvoyer Mabel après le combat, mais Kevin Nash il a dit de ne pas le faire. Là, tout. Mais en même temps, je dis ça, mais il a sauvé la job de Mabel pendant une couple de mois, mais il est parti en 96 après. Ouais, il est revenu, évidemment, une couple de fois, mais quand même. De retour vraiment court. Mabel, encore une fois, envoyé dans le coin. Mabel a enchaîné qu'un écrasement. Il a couru le long des cordes et est rentré dans Ebner qui est tombé en bas du ring. C'est un gros bump. Mabel a manqué un elbow drop parce que Diesel l'a esquivé. Moi, monté dans le ring avec Mabel pour attaquer Diesel. Pourtant, l'absence de l'arbitre. C'est là que Lex Luger a couru vers le ring. Oh non, pas lui. Mais aussitôt qu'il rentre, Diesel le frappe, il fait une cornage puis il l'envoie en bas du ring. C'est malade. Et voilà. Parce qu'il pensait que Luger était contre lui. Parce qu'encore une fois, il faut se mettre en situation. Le partner de Lex Luger qui était dans ce temps-là, c'était le British Bulldog, qui était les Allied Powers. Puis Bulldog s'était tourné contre Diesel. Fait que Diesel ne savait pas si c'était contre lui ou avec lui. Fait que c'est son partner, fait qu'il n'a pas pris de chance. Dans le doute, pêche-toi à terre. Dans le doute, avancer avec une close line. Mais bon, ensuite porter un neck drop au visage de Diesel au sol. Pendant ce temps-là, Luger a frappé Mo par derrière et eux sont partis se battre jusqu'au vestiaire. Il a exécuté une souplesse ventre à ventre sur Big Daddy Cool. Henner est revenu dans le ring et a lentement compté jusqu'à 2. Mabel a monté sa deuxième corde. Il a sauté et c'est Diesel qui s'est à peine tassé à temps. Big Daddy Cool a monté la deuxième corde et a fait avec un coup d'avant-bras, un coup d'épaule qui n'a pas vraiment touché la cible, mais qui était suffisant pour effectuer le tombé et conserver le titre. Big Daddy Cool Diesel, c'est un avec des pétards et c'est comme ça que ça termine. L'écrasement de l'été, édition 95. La passe dans le show, SummerSlam. La passe dans le show, effectivement. C'est un drôle de SummerSlam, honnêtement. Il y a comme des moments cool, des bons moments, puis des moments vraiment dégueulasses. T'as pas de juste milieu vraiment, c'est vraiment très haut, très bas. Là. Je l'ai trouvé dur à rater parce que. Le match. Ah ouais, on parle du match avant. Pour moi, le match. Le match était dégueulasse. Un des pires main events de l'histoire. Mabel, rien à faire là. Diesel, tu vois. Diesel ne peut pas worker avec n'importe qui. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un de très bon avec lui. Pas de très bon, mais bon avec lui pour que ça soit
Logique. Non, moi, j'aurais jamais mis ça comme main event, pas encore moins pour la ceinture. Ben, le combat est très mauvais, là. Pas digne d'un main event sur un gros show que SummerSlam, aussi simple que ça. Fait que ce match-là, j'ai donné 1,25. J'en ai un. Parfait. C'est drôle parce que tu dis, il y a beaucoup de moments cool là, dans SummerSlam 95, mais un qui n'a pas donné dans ce moment-là, c'est Big Daddy Cool. T'étais prêt, t'étais sur le gun, hein? Tu y as pensé depuis que je parlais. Ben, surtout que tu as dit moment cool, puis j'ai vu, c'est là que ma tête a commencé à jouer des tours. Ça spinait! Le règne de Diesel va achève, en fait, et après les défenses de titre dans les prochains mois contre Yokozuna et British Bulldog 2 fois, il va dropper la ceinture à Brett à Survivor Series 95 dans un excellent combat. Ouais. Mais bon, lui va partir en feud contre l'Undertaker. Ça va se terminer au Inner House du mois de décembre, Season's Beatings, quand Taker va le battre dans un autre casquette match. Alors voilà, Ouais. on va faire rapidement les matchs puis le pay-match. On va pour ça peut-être parler de la note, comme tu as commencé un peu tantôt. Le meilleur match, c'est pas compliqué les deux. Là. Le meilleur match, c'est Diesel, pas Diesel, mais c'est Shawn contre Razor. Et le pay-match, c'est Diesel contre King Mabel. Ouais, exact. Facile. C'était un no-brainer pour les deux. Continue, tu parlais du show en tant que tel. Là, tu peux continuer si tu veux. Le show, c'est ça. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, tu fais comment ça va être un des pires shows. Puis à un moment donné, tu sais, ça commence super fort. Après ça, tu fais comme, oh boy, là, ça va. Oh, un petit peu. Ça redescend. Puis ça repop. Puis là, boum, ça redescend. Fait qu'il est dur à noter, ce show-là, parce qu'il y a quand même les matchs moyens sont pas mauvais, mais. Fait que, tu sais, c'est ça. Il est un peu dans le milieu, mais un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite. C'est tough à voir. On verra avec la note qu'on va donner. Là. Ouais. C'est comme, on dirait un gros Raw, dans le fond. Ouais, si on veut. Mm-hmm. On pourrait pas dire un gros Dynamite parce que c'est vraiment pas la même chose. Hein. Ben non, j'espère, Chris. Là. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ce show-là, c'est comme tu as dit, c'est un peu dur, mais c'est un show le fun à regarder pareil. Là. Il est pas désagréable. Ouais. Ah non, c'est le fun. Ce qui est mauvais est vraiment pas long. Fait que c'est pas comme si c'est genre. Exact. Ouais, c'est ça. Et le main event n'est pas long non plus, ça aide. Ça n'avait pas duré 10 minutes, je pense. Non, exact. Parfait. Fait que c'est parfait. Fait que pour la note, laissez commencer parce que je vais voir qu'est-ce que tu vas dire. J'ai donné à SummerSlam 95 6.5 sur 10. Ah, not bad. J'ai donné à SummerSlam 95 la note de 6.5 sur 10. Et voilà! On a gardé le même show pour la ligne! Sacravasse. Même les notes, quand je donne une note plus haute, tout descend avec une note plus basse, fait que tout à la fin se connecte. Mon Akushi, j'avais comme 2 coches de plus, puis après ça, on s'est rejoint dans les autres matchs un peu. Ouais, les matchs plus poches, là. J'ai donné des cordes d'étoiles de plus à chaque match mauvais, là. Ouais, exact. Ben, c'est pas grave, ça marche même. Fait que voilà, SummerSlam, la face dans le show, fun à regarder, fait que même si les matchs sont pas très bons, ben c'est comme j'ai dit, c'est très plaisant. Absolument. Très bon, très. Ben, tu sais, pour les faire, ces shows-là, des fois aussi. Fait que, ben oui, mais c'est l'époque qu'on aime, là. T'sais. C'est l'époque qu'on aime, qu'on adore. Ouais. Voilà, fait que rapidement, ben voici les prochains rendez-vous, puis les rendez-vous passés, puis tout ça. La biographie Perry Saturn, allez écouter ça. Un des membres des Radicals, un lutteur très sous-estimé. Le main event de SummerSlam, SummerSlam 2001 avec le main event Rock contre Booker T. On aura l'analyse du classement des combats de Brock Lesnar à SummerSlam avec sa retraite récente en plus. Sur les sociaux, Facebook, Instagram, allez voter un concours interactif pour le meilleur main event de l'histoire de SummerSlam, justement dans cette période-là, l'été. La fin de l'été approche bientôt. Et à travers la table, le mardi 20h30, live, Facebook, YouTube et Twitch, on parle de lutte moderne, de lutte québécoise et de plein d'autres choses. On va bien le faire. Ouais. Des invités. Ouais, fait que manquez pas ça. On est retour très bientôt avec ça. Puis si c'est pas déjà fait, tout le monde écouter le podcast. Fait que voilà. Fait que merci Marco d'avoir été là pour SummerSlam 95, la face dans le show. Ouais, il fait chaud. En plus, au moment qu'on enregistre, c'est humide. Ouais. Puis avant que je fasse mon Hariba, là, je veux le faire une dernière fois parce que. Cette semaine à JE, une histoire de show qui enrichit le vendeur plutôt que le solde des agriculteurs. 2 montagnes, ça ne rencontre pas, mais 2 arbres, ça se rencontre. JE, vendredi, 19h. Hariba!